Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vox Africa, je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre journal de ce mardi 1er mars au Gabon. Nous vous le disions hier dans notre bulletin d'information du soir, le président Ali Bongo Ondimba s'est officiellement déclaré candidat à sa succession pour la présidentielle qui est prévue en septembre 2016. Après son arrivée à Port-Gentil hier, aux côtés de son épouse Sylvia, le candidat à un deuxième septennat a donné un discours public. Le chef de l'État a ainsi promis de lutter contre les privilèges indus engendrés au cours des décennies par une économie de rente pétrolière. Pour cela, M. Bongo Ondimba compte établir un programme pour l'égalité des chances, visant, je cite, un meilleur vivre ensemble fondé sur l'inclusion, la méritocratie et la solidarité. Ali Bongo Ondimba a également promis de travailler pour passer d'une économie de rente à une économie diversifiée. Le Gabon tire en effet l'essentiel de ses ressources de la production pétrolière. Et c'est depuis le berceau du pétrole gabonais, justement Ozouri, que le chef de l'État gabonais a prononcé hier son allocution, retransmise à la télévision. Après avoir dressé le bilan de ce premier mandat, M. Bongo Ondimba estime avoir fait un bond en avant en 6 ans, en citant notamment la généralisation progressive de la protection sociale dans le pays, ou encore les débuts de la diversification de son économie. Écoutez d'autres extraits de la déclaration très solennelle du président candidat. Je suis fortement déterminé à poursuivre la mission que vous m'avez confié en 2009, quand bien même rien ne m'a été épargné ces 6 dernières années par les adversaires du changement. Je ne me laisserai ni distraire, ni détourner du cap des réformes engagées, afin de poursuivre les changements ô combien nécessaires à notre pays. Avec la grâce du Tout-Puissant et la bénédiction de nos ancêtres et le soutien de tous, je vous annonce ma candidature à l'élection présidentielle de cette année. Ce pont, fruit de l'effort collectif, symbolise le passage d'une société souvent basée sur des privilèges indus, vers une société plus juste, plus efficace et plus prospère. Croyez-moi, mes chers frères et sœurs, je connais très bien comment a fonctionné ce système de privilèges et son impact sur le développement du pays. Je suis bien le fils d'un président qui disait, et je le cite, « Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. » En Afrique de l'Ouest, après 3 semaines de manœuvres, l'exercice militaire annuel Flintlock, organisé au Sénégal, a pris fin hier dans la ville de Saint-Louis. Le programme mis en place par les États-Unis en Afrique concernait cette année les armées de 28 pays du continent. Lancé le 8 février dernier à Thiès, l'exercice Flintlock a mobilisé environ 2200 membres des forces spéciales africaines, à la fois au Sénégal mais aussi dans la Mauritanie voisine. Lors de la cérémonie de clôture du programme hier, le chef du commandement militaire américain pour l'Afrique a rappelé l'enjeu de cet entraînement, apporter une réponse régionale aux menaces transnationales auxquelles les participants font face. La cérémonie de clôture a été marquée par un défilé des différents corps d'armée du Sénégal, ainsi que des porte-drapeaux des 28 pays participants d'Afrique, ainsi que ceux de l'Amérique et de l'Europe. Pour le chef d'état-major de l'armée sénégalaise qui était présent hier à Saint-Louis, le volume des forces, des moyens aériens ainsi que les moyens fluviaux maritimes déployés pour Flintlock 2016 en ont fait l'édition la plus importante à ce jour. Je propose d'écouter par ailleurs le commandant de la section de recherche de la gendarmerie sénégalaise qui expliquait lors du lancement du programme les objectifs de Flintlock 2016. L'exercice était organisé autour de 2 volets essentiels. Le premier, c'est la gestion d'une scène de crime. Et le deuxième volet, ce sont les enquêtes après attentat, donc après explosion. Donc, ça nous a permis de voir donc, les différents types de bombes auxquelles nous pouvons faire face et quelles sont les techniques et les moyens pour pouvoir identifier et établir des pistes d'investigation. La lutte contre le terrorisme, donc, c'est un ensemble de mesures donc, qui répond à une préoccupation globale. On s'y prépare. On n'est jamais prêt, mais on s'y prépare.
Nous vous le disions hier, le président turc Recep Tayyip Erdogan était en visite en Côte d'Ivoire afin d'y renforcer la coopération économique entre les deux pays. Accompagné d'une délégation de 150 hommes d'affaires environ qui ont participé à un forum économique à Abidjan dans la journée d'hier, M. Erdogan a conclu 9 accords visant à accroître ses investissements en Côte d'Ivoire. Des accords qui concernent notamment la fiscalité, la promotion ou encore la protection des investissements, afin, selon le président Alassane Ouattara, de consolider le cadre juridique pour le développement des affaires entre les Turcs et les Ivoiriens. Le chef de l'État ivoirien s'est d'ailleurs exprimé lors d'une conférence de presse commune et il a rappelé l'objectif d'accroître les échanges commerciaux et d'atteindre 1 milliard de dollars d'ici 2019 à 2020. Après ces 2 jours en Côte d'Ivoire, le président turc poursuit sa visite ouest-africaine. Il est arrivé hier dans la soirée au Ghana. Lui, son épouse ainsi que sa délégation ont été accueillis par le vice-président du pays, Kwesi Bekoe Amissar Arthur. Nous vous en parlions également hier dans le Vox Flash. Le ministère des Finances du Nigeria a supprimé près de 23 000 emplois fantômes et réalisé ainsi plusieurs millions de dollars d'économies. Je vous propose d'écouter des commentaires sur le sujet. Le Nigeria a utilisé un système de rémunération nominatif pendant des années. Et cela veut dire que lorsque les gens prennent leur retraite, lorsqu'ils quittent le service, leurs noms ne sont pas enlevés du système. Il y a également des gens qui se sont rendus compte que leur emploi n'était pas correctement régularisé. Donc eux aussi se sont retrouvés sur la liste de paie. Donc ce qu'on fait maintenant, c'est le début de la mise en place du IPP-HES, le logiciel développé pour lutter contre la corruption. C'est un système qui a été introduit au début des années 2000, donc cela fait plus de 10 ans qu'on s'occupe de ça. Et donc progressivement, l'IPP-HES couvre de plus en plus de ministères. Lorsqu'un emploi fantôme est détecté, il est automatiquement enlevé. Je pense qu'il est temps de trouver des solutions qui n'ont rien à voir avec le pétrole. Il faut diversifier correctement l'économie. La taxe sur le PIB représente un peu moins de 6%, ce qui est même pire que dans des régions en guerre sur ce continent. Donc, il faut une approche plus systémique sur la collecte des impôts, une approche plus systémique qui rendrait efficaces les agences des impôts indépendantes. Ce sont des choses-là qui peuvent arrêter cette forte dépendance au pétrole. À l'international, à présent, la ville yéménite d'Aden a été frappée par un attentat suicide. Bilan de l'attaque, 4 morts et 5 blessés. Les circonstances, un kamikaze au volant d'une voiture piégée s'est fait exploser aux abords d'un lieu de rassemblement des forces loyalistes de cette grande métropole du sud du Yémen. Un témoin raconte par ailleurs qu'une voiture s'est approchée de ses membres des forces de l'ordre avant d'ouvrir le feu puis de se faire exploser. L'attaque a eu lieu à Sheikh Othman, un quartier résidentiel d'Aden. Aux États-Unis, le musée des enfants de New York a décidé de faire découvrir la culture musulmane aux plus petits. Dans un contexte global difficile, vous le savez, pour l'islam dans le pays, l'exposition d'Amérique à Zanzibar, qui se tient à Manhattan, permet aux enfants d'essayer des pagnes africains traditionnels de la culture musulmane, de contempler des céramiques turques ou encore de sentir les odeurs d'épices de Zanzibar. L'approche se fait par l'expérimentation et c'est cela qui plaît aux enfants. Pour l'organisation de l'exposition America to Zanzibar porte sur les cultures musulmanes et non sur l'islam qui n'est évoqué qu'en filigrane et dont les principes religieux sont toutefois absents de cette exposition. Aucune volonté donc d'interpréter la religion pour le directeur exécutif du musée. Selon lui, l'exposition montre comment des gens qui partagent une même foi l'expriment de manière différente. L'exposition va durer au moins 1 an et elle pourrait ensuite voyager dans d'autres villes des États-Unis. Destinée en priorité aux enfants, elle est aussi un bon point d'entrée pour les adultes. Je propose d'écouter quelques réactions et commentaires. C'est super d'avoir un espace très interactif pour les enfants, pour qu'ils apprennent à leur propre rythme et assimilent tous les différents éléments d'architecture, de musique, les couleurs. Quand les enfants sont exposés aux autres cultures, ils apprennent plus sur eux et sur le monde autour d'eux. Et dans une ville comme New York, extrêmement diversifiée, où le terme village global est une expérience quotidienne, nous voulions exposer nos familles aux cultures peu familières. L'exposition a été préparée pendant 6 ans.
C'est vraiment à propos de culture et de l'expression culturelle des communautés musulmanes partout dans le monde et en aucun cas ça ne touche à la politique. Au musée, nous avons exploré la Chine, le Japon, la Grèce, mais pour les enfants, nous pensons que c'est la première fois pour les cultures musulmanes. Nous sommes très excités d'être capables de le faire. Et au Royaume-Uni, le Nubian Jack Community Trust a organisé ce week-end à Londres une collecte de fonds. C'était lors d'un événement de presse unique. Objectif, commémorer les 2 millions de soldats africains et caribéens qui ont servi au cours des 2 guerres mondiales. La chanson I Have a Song d'Eric Robinson, qui a été plusieurs fois nommée aux Grammy Awards, a été choisie par Nubian Jack afin de sensibiliser le public et aussi de lever les fonds nécessaires notamment à l'installation d'un monument de 2,5 tonnes qui sera érigé dans le quartier londonien de Brixton. Et l'équipe de Vox News était présente à l'événement. Je vous propose d'écouter les déclarations de certains participants. La chanson s'appelle I Have a Song, un morceau pour collecter des fonds. C'est pour attirer à l'attention du public la contribution des soldats africains et afro-caribéens aux 2 guerres. Ça a commencé comme une collecte de fonds pour pouvoir financer l'installation du tout premier monument afro-caribéen, pour reconnaître leur courage et les sacrifices qu'ont fait ces hommes et femmes. Et c'est la fin de ce Vox Flash du mardi 1er mars. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouverai avec grand plaisir demain mercredi pour votre point quotidien sur l'actualité. En attendant, je vous souhaite une excellente journée sur Vox Africa. À bientôt.